Laurent Bigot et Tuc Dual de Natixis et Covivio. Bonjour messieurs. Alors Tug, je crois savoir que vous avez présenté un peu votre nouvelle stratégie parce que Covivio a été un grand acteur du développement notamment des murs d'hôtels, entre autres. Vous ne faites pas que ça, mais vous avez une grosse partie maintenant qui est liée là-dessus. Qu'est-ce qu'on va vous voir comment? Plutôt défensif, plutôt offensif? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un appétit ou une confiance pour l'avenir dans l'investissement hôtelier chez vous? Covivio est présent dans l'hôtellerie depuis plus de 15 ans. Le premier mouvement, c'était du coup en 2004, au moment où on a racheté ce portefeuille auprès d'Accor. Et l'intuition de départ, c'était de dire l'hôtellerie, ça nous plaît comme classe d'actifs parce que, il y a de la visibilité sur les flux. On a un opérateur qui gère l'hôtel et qui est là normalement pour une très longue période. Et deux, il y a un alignement d'intérêts, puisqu'on a, en tant que propriétaire et en tant qu'opérateur, on a intérêt à ce que l'immeuble soit bien entretenu et performe bien. Depuis, on s'est énormément développé. Aujourd'hui, on gère plus de 6 milliards d'actifs. Et je crois que les fondamentaux qui nous font apprécier cette classe d'actifs et qui font que on va continuer à être un acteur majeur du secteur, c'est des éléments que vous connaissez, je pense tous. C'est à la fois le sous-jacent, c'est-à-dire l'évolution à long terme du tourisme, qui est là pour durer. On l'a vu à quel rythme tout ça reprenait. C'est aussi, et ça c'est peut-être un peu nouveau, c'est le savoir-faire des opérateurs. Moi, je suis toujours frappé de voir que dans l'immobilier, en général, tout le monde essaye de réutiliser les codes de l'hôtellerie, les codes de l'hôtellerie dans le bureau, les codes de l'hôtellerie dans les immeubles de logement, dans tout ce qui est co-living, etc. Et en tant que propriétaire de bureaux, d'hôtels, de résidentiels, ce savoir-faire pour nous est extrêmement important et se développe de plus en plus avec l'idée de mixer un peu ces différentes problématiques. Et puis la troisième chose qui peut paraître un peu surprenante, mais qu'on regarde à long terme, c'est que malgré la volatilité des revenus, on a une très forte résilience des valeurs. Et ça, c'est frappant. Sur 10-15 ans, la façon dont les valeurs dans l'hôtellerie ont résisté, quelles que soient les crises, et avec aussi, ont résisté à la fois aux effets de bulle, mais aussi ont résisté aux effets un peu dépressifs. Et ça, pour un investisseur à long terme dans l'immobilier, c'est un élément aussi très important. Donc toi, tu dis qu'il y a des éléments de réassurance finalement, parce qu'il y avait un peu cette question simple que les gens qui ne connaissent pas ce secteur se disent c'est le Covid, l'hôtellerie c'est mort, est-ce que les gens vont continuer à voyager à l'avenir? Alors petite question pour Laurent, parce que de votre côté, vous, c'est plutôt le financement. Est-ce qu'il y a, et souvent le banquier a toujours mauvais rôle dans tous les cas de figure, où il ne veut pas prêter assez, où il prête quand c'est trop facile, bref. C'est quoi vous aujourd'hui? Est-ce que cette grille de lecture sur la façon dont vous évaluez les opportunités d'accompagner en termes de financement, est-ce qu'elle a fondamentalement évolué ou est-ce que vous achetez le discours plutôt optimiste de Tug? Alors, nous, on est aussi, comme Covivio, on est présent sur le financement de l'hôtellerie depuis de très nombreuses années maintenant, avec des équipes dédiées chez nous. Notre grille d'analyse, elle n'a pas évolué. Je dirais qu'elle a été renforcée par la crise de Covid, dans le sens où, si je prends quelques exemples, chez Natixis, on a comme premier critère, c'est de financer de l'immobilier. De l'hôtellerie, bien sûr, mais de l'immobilier. C'est très important d'avoir un actif qui est un réservoir de valeur, en particulier quand les choses vont très mal. Et Tuc Dual le mentionnait, les valeurs ont finalement plutôt bien résisté, voire même parfois augmenté pendant cette crise. Donc le premier élément, c'est effectivement l'immobilier, la présence immobilier. Le deuxième élément dans notre grille d'analyse qui a toujours été présent et qui l'est encore plus aujourd'hui, c'est la solidité des sponsors. Même si je mets de côté la partie corporate, puisque mon activité aussi concerne le corporate, mais on va parler des actifs, c'est le nom du forum, sur la solidité des sponsors, en particulier dans les situations sans recours, qui sont majoritaires dans nos financements. On l'a vu ces 18 derniers mois, 24 derniers mois, que dans un certain nombre de situations, des sponsors qui pourtant n'avaient pas d'obligation à remettre de l'equity, des fonds propres dans les opérations, l'ont fait. Parce que précisément, les valeurs sous-jacentes étaient là et qu'il n'y avait aucun sens à ne pas soutenir. Mais certains n'ont pas pu le faire. Certains n'avaient pas, soit parce que les fonds étaient en fin de vie, soit parce que c'était des sponsors de plus faible capacité.
Donc pour nous, ça c'est vraiment l'élément également très important, c'est d'accompagner des gens qui ont cette capacité à soutenir leurs actifs. Et puis un élément plus conjoncturel peut-être, on voit bien que la reprise, alors je ne sais pas ce qu'on doit dire aujourd'hui, face au rebondissement de la pandémie, mais on voit bien qu'on est dans une activité qui est résiliente, à court ou moyen terme, on va dire, en tout cas pour certains sous-segments, peut-être à plus moyen terme, et c'est dans ce genre de situation qu'on va être assez sensible à des garanties limitées, des garanties de cash flow qui permettent de bridger une période très incertaine où on n'a finalement aucune idée du cash flow qui sera généré par les hôtels. Évidemment, ça concernera peut-être plus des gros actifs d'hôtellerie business de grandes villes que du resort ou que de l'hôtellerie plus légère, aujourd'hui en tout cas. Donc voilà en gros trois éléments d'importance dans notre grille d'analyse aujourd'hui. Hugues, historiquement, votre portefeuille était plutôt composé d'hôtellerie économique et ensuite plutôt centre-ville, moyenne gamme, haut de gamme. Est-ce que, donc plutôt hôtellerie affaires dans l'absolu, est-ce que vous avez fait un peu évoluer vos critères pour vos prochains deals auxquels vous pensez le matin en vous rasant? Est-ce qu'on est toujours sur ce logiciel ou pas? Alors moi, je me rase moins maintenant, mais du coup, je pense moins peut-être. Et mon prédécesseur, c'était pareil aussi, il a une petite barbe. En effet, il y a eu un mouvement assez important de montée en gamme qui était plus dans une logique de diversification. Voilà, de dire cette classe d'actifs, elle a encore une fois, ses revenus peuvent être résilients, la valeur est solide. Mais pour essayer de compenser un peu cette volatilité, on a essayé de se diversifier, on s'est diversifié géographiquement et aussi en termes de gamme. On a aujourd'hui un équilibre qui semble assez pérenne, voilà, d'avoir, on va dire, un tiers économique, un tiers mid-scale et un tiers upscale. Et notamment, les derniers gros investissements qu'on a fait étaient plutôt sur la partie haute de la gamme, avec des beaux portefeuilles achetés en Italie, au Royaume-Uni, etc. Je crois que l'idée maintenant, c'est plus de garder cet équilibre, de se focaliser beaucoup plus sur à la fois la partie sous-performance d'hôtels et comment on peut, nous, acheter des hôtels et les travailler pour en extraire la valeur du sous-jacent, ou alors faire tourner avec l'idée, évidemment, de trouver un équilibre sans doute un peu différent entre la partie business et la partie loisirs. Et voilà, comme beaucoup, on réfléchit justement comment à la fois transformer nos hôtels existants qui sont peut-être un peu trop business et aussi renforcer dans le mix de notre portefeuille l'exposition aux loisirs, sachant que le loisir, c'est évidemment pas que le resort, le loisir, des destinations, des villes comme Rome, comme Florence, etc., sont des destinations loisirs et c'est notamment la raison pour laquelle on a investi dans ces villes-là, mais aussi en fonction de certaines marques. On sait qu'il y a certaines marques qui ont une clientèle essentiellement loisirs et ça, on va regarder aussi un peu plus attentivement avec cette approche beaucoup plus fine en termes de clientèle qui est, on va dire, qui se complète assez bien avec une approche purement immobilière qu'on avait aussi jusqu'à présent. Donc du coup, est-ce qu'on va vous voir peut-être aller sur d'autres classes, enfin en tout cas des cousins de l'hôtellerie, dans cette famille de l'hospitalité? Je sais que vous avez un produit de co-living, enfin de coworking, pardon, chez Covivio. Est-ce que finalement la vision de l'objet immobilier dans lequel vous investissez va devenir de plus en plus hybride ou modulaire? Ça fait partie de vos réflexions? On va un peu mixer les usages, comme on entendait dans les bureaux, en tout cas. Est-ce que maintenant, dans votre approche de l'hôtellerie et de l'hospitalité, c'est quelque chose qui est une composante importante? C'était pas dans les questions, ça? Non, mais c'est pour ça, moi j'aime bien de poser des questions pièges. Et après, réfléchis, parce que justement, où tu pars en vacances cet hiver? La question de l'hybridation, c'est pas une question simple, parce qu'évidemment, on le prend toujours un peu au travers du prisme un peu des emmerdes, de multiplier les usages et les faire collaborer dans un même lieu, c'est jamais simple. Et c'est vrai qu'en plus, en tant que foncière, on a des investisseurs qui généralement aiment bien les produits purs,
Pour autant, on le voit bien, et vous avez tous l'expérience aujourd'hui sur l'évolution du modèle, où pour attirer les clients, on a besoin de rajouter des couches de services. Ce qui est très compliqué, c'est dans ce chapeau qu'est l'immeuble, de trouver les bons concepts sur chacune des surfaces et de les faire cohabiter proprement. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Hein. Je ne pense pas qu'on ait la prétention de dire qu'on a trouvé la bonne approche. Pour autant, c'est clair que de plus en plus, on va avoir une approche de plus en plus fine sur trouver le bon concept F&B, trouver la marque spa qui va bien, de l'espace de coworking aujourd'hui, un peu compliqué encore, et c'est des choses qui sont un peu nouvelles. Voilà, l'hybridation, on sent que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Pour autant, nous, Covivio, on a certaines armes, hein, c'est-à-dire qu'on est multiproduit, on fait du bureau, de l'hôtellerie, du résidentiel, donc on a un certain nombre de choses dans nos mains, mais il faut encore qu'on arrive à trouver la bonne façon de les faire se parler pour qu'au final, ça ait un impact significatif sur soit l'EBITDA, soit la valeur de l'hôtel. Ouais, dans le fond, ou les deux. C'est ce qui est le plus important. Laurent, dans l'observation que vous avez sur les financements, on avait le sentiment peut-être qu'il y avait quelques faisceaux faibles de l'autre côté de l'Atlantique sur un peu un renouveau d'appétit, en tout cas que l'investissement commençait à se relibérer un peu plus facilement. Est-ce que vous avez des analyses ou des points de comparaison si on sort un peu de la France, qu'on regarde Europe et peut-être de l'autre côté de l'Atlantique? Alors, je crois, ce qui caractérise l'autre côté de l'Atlantique, comme vous dites, c'est l'unicité du marché US. Qui n'a pas souffert pendant les derniers mois de fermeture, on va dire, en dents de scie des frontières au sein de l'Europe, qui a du coup, on va dire, rendu un peu visqueux la circulation des personnes. Donc on a une unicité du marché qui a repris relativement fort. Aujourd'hui, pour les segments plutôt économiques mid-scale, on est même au-dessus. À septembre, on est au-dessus des niveaux atteints en 2019. Pas encore complètement pour la partie haut de gamme et des grandes villes, mais enfin, du coup, on n'est pas loin. Ce qui, du coup, effectivement, redynamise le marché de l'investissement. Les valeurs se sont plutôt tenues, peut-être un petit peu moins. Il y a eu quand même une remontée des yields hôteliers, même si aujourd'hui ils rebaissent un peu, ils sont un peu remontés, mais globalement les valeurs se sont tenues. L'appétit des investisseurs, on regardait l'autre jour les allocations dans les portefeuilles d'actifs des investisseurs, les allocations à l'immobilier, à l'hôtellerie restent relativement élevées, enfin en tout cas comparables à ce qu'ils étaient auparavant, moins élevés que le résidentiel ou que le bureau. Donc globalement, on va dire un environnement plutôt favorable qui fait qu'on a eu des volumes d'investissement assez importants en 2021. Alors c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'il y a eu des très très grosses transactions en hôtellerie sur 2021, des jumbo deals qui viennent un petit peu artificiellement gonfler les volumes. Donc on n'est pas tout à fait au niveau de 2019, mais ça se tient. D'ailleurs, ça se tient aussi finalement en Europe, hein, d'une certaine manière. On va y revenir. Mais donc globalement, un environnement favorable, des émissions. Alors aux États-Unis, ils se financent beaucoup en CMBS, donc des émissions de CMBS qui sont également qui ont beaucoup suivi avec des spreads plus élevés qu'auparavant, enfin relativement importants quand même. Peut-être au niveau bancaire, et c'est la similitude qu'on peut avoir avec l'Europe, au niveau bancaire, encore un peu des incertitudes. Les banques sont encore un peu frileuses. Quand il y a des angles clients, elles le sont moins. Donc, quand on accompagne un client qu'on connaît bien, j'évoquais tout à l'heure la solidité du sponsor, etc. Donc, quand on a cet angle client, ça peut fonctionner, mais globalement, encore un petit peu de retard sur la partie des banques. Mais sinon, un marché qui est à nouveau dynamique. Finalement, en Europe, c'est un peu la même situation. On voit beaucoup d'opérations revenir, des opérations de développement, des opérations sur des portefeuilles, des opérations sur des actifs seuls, sur du resort, sur des portefeuilles de resort. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Un intérêt évident des banques à regarder, maintenant beaucoup de difficultés à se positionner. Nous, on a recommencé à avoir des accords de comité de crédit sur des opérations de financement, mais ce n'est pas aisé. C'est pas facile parce qu'on doit gérer un stock et on a un stock d'actifs, mais on a aussi un stock de corporate qui parfois souffre beaucoup. Donc les comités de crédit sont encore un peu frileux, même s'ils reviennent. Donc oui, comme aux États-Unis, on a une dynamique et je pense que ce qui va être clé, c'est la façon dont évolue cette pandémie. Si à nouveau on est replongé dans des fermetures, dans des contraintes fortes, on va reporter le problème, même si on sait qu'à terme ça reviendra. Mais on reportera le problème. Si en revanche, le nouveau variant s'avère être, on va dire, relativement bien couvert par les vaccins en place,
bon, ben voilà, ça continuera à s'améliorer et on redynamisera le volume de financement, mais il n'est pas revenu complètement, il faut reconnaître, à ce qu'il était en 2019. Alors, un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé, et je crois que Sylvie l'abordera dans sa présentation cet après-midi, qui est autour des critères de développement durable. Alors, je ne parle pas de la partie greenwashing what, mais on a quand même le sentiment que de plus en plus, aujourd'hui, dans les comités d'investissement, en tout cas, il y a des critères, ces fameux critères ESG, qui sont devenus importants. Qu'est-ce que ça donne chez vous? C'est un sujet qui est pas simple. Il est très clair que Natixis s'est emparé de ce sujet depuis maintenant quelques années, était peut-être un peu en avance d'ailleurs sur certains on va dire, professionnels du financement, enfin certains acteurs du financement. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le régulateur, il est de plus en plus pressant, il y a de plus en plus de pression sur le monde de la finance et le monde bancaire pour intégrer ces éléments ESG, j'ai envie de dire déjà environnementaux. Bon, il faut se rappeler que sans faire un historique, mais après les accords de Paris, l'Union européenne a considéré que finalement l'investissement et le financement étaient des leviers incroyablement puissants pour amener l'économie à la décarbonation et amener à la décarbonation de notre économie. Et il y a eu tout plein d'initiatives qui ont été prises, tout plein de règlements, la finance durable, le plan d'action de la finance durable, la taxonomie verte qui est entrée en vigueur, enfin tout un ensemble de choses qui aujourd'hui sont prises en compte de plus en plus. Et l'idée, c'est de flécher de façon tout à fait évidente, de flécher les investissements et les financements vers ce qui sera contributif, positif à l'environnement et à limiter l'impact carbone. Et on voit bien que l'hospitality est une classe active dans l'immobilier qui est un peu particulière puisqu'elle est très grosse consommatrice d'énergie, d'eau, etc. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait chez Natixis en particulier? Parce que là, c'était général, c'est le cadre, on va dire, qui s'impose à nous tous. Ce qu'on a fait en particulier, c'est que depuis 2019, on a mis en place un outil propriétaire assez innovant qu'on appelle le Green Weighting Factor, qui est en fait un outil qui nous permet de mesurer l'impact de tous nos prêts, qu'ils soient sur des corporates ou sur des actifs, l'impact sur le climat, sur la transition climatique. Et en fait, en gros, on colore l'ensemble de nos prêts sur une échelle de 1 à 7, avec des arbres de décision. Tout ça est très complexe, ça a été mis en place par des cabinets externes avec nos experts internes du Green Hub de Natixis. Donc des arbres de décision qui permettent de dire telle opération est plutôt très, très brown ou très, très green. Alors évidemment, l'immobilier n'est pas hyper brown, on parle plutôt du secteur pétrolier, ce type d'activité, mais en gros, on colorise l'intégralité de notre bilan et on alloue des fonds propres, pas réglementaires, ce n'est pas les fonds propres réglementaires, on alloue des fonds propres analytiques à chacune des opérations. Et donc ça devient un outil de décision lors des comités de crédit qui permet de dire telle opération elle coûte beaucoup de fonds propres analytiques à la banque parce qu'elle est brown ou très brown, et telle opération en revanche en coûte moins. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt en tant que tel si on n'a pas des objectifs derrière tout ça. Et c'est là que ça devient important pour notre activité de financement, en particulier de l'hôtellerie, c'est que les objectifs que Natixis a pris, ce sont des objectifs de réduction de la trajectoire climatique à horizon fin de siècle. En gros, notre bilan aujourd'hui, avant qu'on tienne compte de tout ça, si on ne change rien, si on reste tel qu'on finançait il y a 5-10 ans, on est sur une trajectoire à 3 degrés à fin de siècle. Alors si on veut rester dans l'accord de Paris, c'est-à-dire en dessous des 2 degrés en 2050, ça veut dire qu'il va falloir faire évoluer considérablement la structure de notre bilan pour avoir de plus en plus d'opérations green et le moins possible d'opérations brown. Mais ça, ce n'est pas du greenwashing. Je peux vous dire que c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il y a des activités que la banque va devoir arrêter. Elle s'est d'ailleurs engagée à arrêter certaines activités. D'autres activités où elle va continuer à financer, mais la transition, et pas le business model historique, mais plutôt la transition, etc. Donc on voit bien que pour ce qui concerne, par exemple, l'immobilier et l'hôtellerie, tout n'est pas encore défini. Il y a des groupes de travail dans tous les sens pour arriver à définir des règles, pour savoir comment on va faire avec des hôtels qui, effectivement, consomment plus d'eau. Je le répète, plus d'eau et beaucoup plus d'électricité que les autres. Donc ce ne sera sans doute pas l'arrêt, mais plutôt d'accompagner ceux qui sont sur une trajectoire de réduction de l'impact climatique. Donc les CAPEX qui permettent de moins consommer, etc., etc. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement sérieux chez nous et qui va être de plus en plus contraignant.
En tout cas, le décret tertiaire et les jauges qui seront annoncées en début 2022, je pense, vont aider le secteur en tout cas à faire ce qu'il faut. Mais je suis d'accord avec vous, on est passé du greenwashing à la démarche sincère. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Tug, toi qui regardais il y a encore quelques années l'hôtellerie de façon un peu lointaine, tu m'as dit, voilà, plus j'ai regardé, plus je me suis dit finalement la volatilité a un peu changé de camp entre du bureau, par exemple, et de l'hôtellerie. Tu peux nous expliquer un peu ton chemin de réflexion et comment tu en es arrivé à ça ? En fait, c'est basé sur de l'observation de cycles à long terme sur les différentes classes d'actifs et qui est encore plus, on va dire, évident aujourd'hui. On voit que, notamment, on regarde que ce soit le bureau, le résidentiel, a fortiori la logistique, etc. On a été sur des cycles qui se sont accélérés et des prix qui ont explosé, avec un sous-jacent immobilier qui est de plus en plus difficile à appréhender. Quand je parle de sous-jacent, c'est tout simplement de revenir au basique. C'est quoi mon prix au mètre carré sur un immeuble de bureau, mon prix au mètre carré en logistique, en résidentiel. Et on voit que ces prix au mètre carré aujourd'hui ne servent plus de référence quand on regarde un actif. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender. Je prends un exemple très simple. Dans le bureau, il y a 10 ans, ou 10 ou 15 ans, un bon immeuble de bureau, c'était 10 000 euros du mètre carré. Aujourd'hui, c'est 30 000 euros du mètre carré. Donc 30 000 euros, est-ce que c'est cher, pas cher ? Ce qui est sûr, c'est que en fait, l'explosion des prix a rendu finalement des mesures élémentaires, entre guillemets vraiment immobilières, plus compliquées. Je compare ça avec de l'hôtellerie. On en discutait encore il n'y a pas longtemps avec d'autres personnes. On est toujours raccroché dans l'hôtellerie au fondamental économique. Et c'est-à-dire que le prix par chambre, tel qu'on l'imaginait il y a 10, 15 ans, 50, 100 000 euros par chambre, c'est toujours la même référence aujourd'hui. Et ça, pourquoi ? Parce que la valeur de l'immobilier hôtelier est toujours liée au prix final qu'est prêt à payer un client. Et ça, pour ça, c'est vachement rassurant pour un investisseur immobilier parce qu'il n'y a pas cet effet que j'évoquais au début, cet effet bulle un peu où on devient petit à petit un peu, on va dire, on en oublie un peu quelques fondamentaux un peu primaires. Voilà. Et quand on regarde à long terme, voilà, nous on est aussi un gros investisseur en bureau, on voit que typiquement, je prends l'exemple d'un bureau qui se vide où il peut y avoir des impacts assez significatifs sur la valeur. Après, il y a tout un programme de travaux de repositionnement sur lequel on peut récupérer une partie ou en totalité de la valeur. Sur l'hôtellerie, en fait, ce n'est pas lié à l'occupation, c'est lié à la performance de l'hôtel. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important dans une optique de valorisation de garder la main sur la performance de l'hôtel et d'être en capacité de traquer la sous-performance parce que c'est seulement en cas de sous-performance qu'on va avoir un problème de valorisation immobilière. Et donc, quand je regarde aujourd'hui, en relatif, je regarde ce qu'ont fait les valos sur la plupart des classes d'actifs, et peut-être, Laurent, tu pourras peut-être ajouter un mot de ton point de vue banquier, et quand je regarde les évolutions sur l'hôtellerie, en effet, il y a un côté très rassurant dans la résilience de la valorisation par rapport à d'autres classes d'actifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est toujours très allant sur cette classe d'actifs. Ce n'est pas une classe d'actifs où on imagine créer beaucoup de valeur. Ce n'est pas pour ça qu'on est rentré sur cette classe d'actifs. C'est surtout pour sa résilience à long terme, en acceptant, en contrepartie d'une rentabilité un peu plus élevée, un peu plus de volatilité. Alors peut-être en un mot Oui, non, je confirme ce que dit Tugdual. Effectivement, la résilience est le moteur de la valorisation de ces actifs. Oui, comme disait un grand expert hôtelier, George Clooney, what else, quoi. Si on résiste au Covid dans l'hôtellerie, je pense qu'on pourra résister à tout. Alors, comme vous avez été tous très sages, on prend une question et toutes les autres questions seront pour le déjeuner. À combien tu prêtes, Laurent ? C'est ça ce que tout le monde voudrait. On a dit que c'était un peu plus cher. Une question simple. Alors, plus de volatilité, plus de rendement et prix qui augmente ou qui se stabilise. Comment vous voyez les choses ? Comment ça se fait ? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui, pour l'instant, aide
ce mécanisme? Qu'est-ce qui aide ce mécanisme? Alors, première chose, tout a augmenté. Je n'ai pas dit que l'hôtellerie n'avait pas augmenté. J'ai juste dit qu'elle a probablement, en termes de valorisation, augmenté moins que d'autres classes d'actifs. Et pourquoi? Encore une fois, c'est juste que la valeur de l'hôtellerie est ancrée, entre guillemets, dans le réel, c'est-à-dire dans le prix par chambre. Après, oui, il y a une rentabilité qui est plus élevée que les autres classes d'actifs, mais parce qu'il y a un risque opérationnel qui est plus élevé. Donc ça, jusqu'à présent, pour un financier que je suis, je trouve ça assez rationnel. Et donc après, l'immobilier en général a été en effet subventionné par un environnement de taux d'intérêt qui est particulièrement accommodant. La question est derrière, c'est est-ce que ce sont des classes d'actifs qui vont mieux résister quand finalement le système va commencer à se normaliser? Moi, ma conviction, c'est oui, plutôt que d'autres classes d'actifs sur lesquelles les rendements sont beaucoup plus bas et donc beaucoup plus sensibles à la politique accommodante des banques centrales. Et puis l'écart entre le taux sans risque et le taux de rendement des actifs hôteliers finalement est encore relativement élevé par rapport à ce qu'il a pu être. Donc il devrait être capable d'accepter un peu de compression sans forcément faire remonter fortement les taux. Enfin, c'est ce qu'on pense. Parfait, merci beaucoup messieurs. On peut les applaudir. Et comme vous avez tous été